Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, entre contraintes sécuritaires et devoirs professionnels, les médias pensent leur rôle dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. À Ouagadougou ce matin, le président en exercice de la force conjointe G5 Sahel s'engage aux côtés du groupement des éditeurs de presse publique. Initiatrice de la réflexion, plusieurs centaines d'experts ont entamé ce matin les travaux qui vont durer 2 jours. Ils sont également réunis à Ouagadougou dans un tout autre cadre. Certains ténors du CDP ne sont pas d'accord avec la gouvernance du parti. Eddy Kombouego ne devrait plus, selon eux, diriger le Congrès pour la démocratie et le progrès. Au cours d'une conférence de presse animée dans la matinée de ce jeudi, ces cadres de l'ex-parti au pouvoir affirment soutenir la candidature de Kadri Désiré Ouedraogo à l'élection de 2020. Plus que 24 heures avant le coup d'envoi de l'événement sportif africain de l'année, l'Égypte accueille la 32e Coupe d'Afrique des Nations, la première qui se joue à 24 équipes au lieu de 16, et le Burkina Faso 9e au classement africain n'y est pas. Pourtant, c'est un étalon que nous recevrons sur ce plateau. Jonathan Pritroipa, sociétaire de Paris FC, est l'invité de ce journal. Bienvenue à tous. Le groupement des éditeurs de presse publique de l'Afrique de l'Ouest réfléchit depuis ce 20 juin sur le rôle des médias dans la lutte contre le terrorisme dans cette partie du continent. Si une meilleure pratique, la bonne, existe dans ce contexte sécuritaire, elle sortira de ses assises, foi des participants. Pour ce faire, ils sont venus d'horizons divers, nous disent Roger Cam avec Frédéric Etienne Bassenga. Dans un contexte marqué par le terrorisme, le groupement des éditeurs de presse publique de l'Afrique de l'Ouest cherche sa voie entre contraintes sécuritaires et devoirs professionnels. Venus des 4 coins de la sous-région et même de l'Europe, ces hommes de médias vont répondre à plusieurs questions qui doivent leur permettre d'exercer leur métier dans un espace affecté par le terrorisme. Comment assurer la couverture médiatique des actes terroristes sans faire le jeu de ceux qui sèment la peur? Comment exercer sa liberté d'information sur le terrorisme sans entraver le travail des services d'information, d'intervention et dans le respect des victimes? Quels sont les défis pour les journalistes? Quel rapport les journalistes devraient-ils avoir avec les autorités? Comment s'organiser pour mieux adresser ce phénomène? Ce sont là quelques-unes des interrogations qui donneront lieu à des panels de discussion et de débat tout au long de ces 2 journées du forum. Le travail d'information des populations dans ce contexte doit aller dans le sens de la positivité de l'action pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale et du vivre ensemble, dira le président du Faso. Roch-Marc Christian Kaboré encourage donc ces hommes de médias à aller loin dans la réflexion. Au-delà des règles de droit et de déontologie au respect desquelles tout journaliste est tenu, il y a l'éthique, complexe par essence et à l'aune de laquelle s'apprécie votre niveau de responsabilité sociale. C'est pourquoi je vous encourage au cours de vos échanges à revisiter les bases de votre sacerdoce, à envisager toutes les possibilités pour l'essor d'une presse qui construit et pérennise la cohésion sociale dans ce contexte difficile. Durant ces 2 jours, ces hommes de médias vont partager leur expérience. 5 panels de communication sont au programme, à la clé des recommandations et motions pour une bonne pratique du journalisme dans une Afrique de l'Ouest affligée par le terrorisme. Une autre rencontre internationale se tient dans la capitale burkinabé. La désertification est au centre d'une rencontre qui a occasionné le déplacement à Ouagadougou du secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre le phénomène climatique. Ibrahim Thiaw se dit admiratif des initiatives burkinabées en l'image de celles qui ont valu la distinction de Yacouba Sawadogo, l'homme qui fait reculer le désert. Le diplomate était à Kossiam ce matin, compte rendu avec Roger Bebamba et Maïmouna Traoré. Le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification rend visite au président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Ibrahim Thiaw reconnaît les efforts du Burkina Faso dans la lutte contre la désertification et félicite les 2 Burkinabés qui ont reçu des distinctions. Yacouba Sawadogo, prix Nobel alternatif 2018, et Mathieu Ouedraogo, prix Terre pour la vie 2019. Nous sommes très heureux que le président nous ait reçus aujourd'hui et
nous avons expliqué que la lutte contre la désertification, on ne l'apprend pas à un Burkinabé. Donc c'est aux Burkinabés maintenant d'aller exporter leur technologie et d'expliquer au monde ce que c'est que la vraie lutte contre la désertification, c'est-à-dire lutter pour la production agricole dans des zones particulièrement hostiles. C'est la lutte contre la désertification, c'est l'accès à l'énergie, notamment à l'énergie solaire, pour faciliter la production agricole, réduire les pertes après récolte, conserver les aliments, assurer accroître la chaîne de valeur des productions et permettre bien sûr le bien-être humain pour garder nos jeunes sur leur territoire, sur leur terroir, promouvoir les femmes et renforcer le pouvoir des femmes, notamment des femmes productrices qui souvent ont des difficultés pour avoir accès au crédit financier et pour l'accès au foncier. Le président du Faso est attendu à la COP25 qui se tiendra au Chili en novembre 2019. Le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification lui a remis officiellement une invitation. On en vient à cet autre titre de l'actualité ce soir. Kadri Désiré Ouedraogo, le champion de certains cadres du Congrès pour la démocratie et le progrès. Il réfute la présidence de Edi Komboigo qu'ils accusent de manquements graves et de violation des statuts et règlements de l'ex-parti majoritaire. Compte rendu avec Amadou Ilboudo et Zalissa Sanfo. Non au hold-up du parti par le président du parti. C'est ce que lancent ici des cadres du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Ils exigent alors la démission de Edi Komboigo. Face aux hommes de médias, les conférenciers accusent le président de leur parti de graves manquements aux statuts et règlements intérieurs du parti. En principe, lui-même, Edi lui-même devrait rendre le tablier, sans que personne ne lui dise. Ce que nous sommes en train de vous dire, Edi gère le parti comme une entreprise privée, comme Kafeka Edi. Et ça, nous ne sommes pas d'accord. Edi, c'est normal que Edi ait des ambitions pour être le candidat du CDP. Ça, c'est tout à fait normal. Il n'a pas bataillé pour être le président du parti pour rien. Mais à ce niveau, manager le parti là, devrait prendre la hauteur pour nous laisser, nous cadres, organiser, faire en sorte que l'ensemble de ceux qui ont le bagou là puissent s'intéresser et que nous puissions, in fine, choisir le cheval gagnant. Et le cheval gagnant, selon eux, c'est Kadri Désiré Ouedraogo. Notre camarade Kadri Désiré Ouedraogo a exprimé sa volonté d'être candidat. Et nous, au sein du CDP, nous pensons, nous qui sommes ici, nous pensons qu'il a le profil pour le métier et que si toutefois le CDP arrivait à le présenter comme candidat à la nation, à l'élection présidentielle, le CDP se mobiliserait à 100% pour le soutenir. C'est ça notre combat, parce que nous pensons que M. Kadri Désiré Ouedraogo a le bon profil pour le métier face aux défis actuels de notre pays. À tous ceux qui estiment que Kadri Désiré Ouedraogo est un candidat indépendant, le député Yaya Zoungrana répond par la négative. La candidature de Kadri est une candidature indépendante. Bon, je pense que c'est une affirmation qui n'est fondée sur rien de vrai. Ça n'a jamais été le cas. Il y a malaise au CDP, reconnaît ses cadres qui normal, souhaitent l'implication du président d'honneur du attendez, parti, l'ancien président Blaise Compaoré, pour passer cette étape et porter le parti au pouvoir en 2020. Le ministre en charge de l'économie et des finances face aux députés. Au menu des échanges, le document de la programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2020-2022. Ce document est un outil de cadrage macroéconomique et financier qui s'étend sur 3 ans, avec pour objectif de renforcer la discipline macro-budgétaire en définissant une trajectoire des finances publiques. Elle répond ainsi à une harmonisation voulue par l'UMOA dans ses États membres. Nongba Kouda avec Caroline Ouaré. Je fais cette présentation au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et voilà le DPBEP, le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel du Burkina, en débat à l'Assemblée nationale. C'est une exigence de la loi de transparence dans la gestion du budget. Il aura fallu 4 heures d'horloge au ministre en charge de l'économie et des finances pour l'exercice face aux députés. Pour la période 2020-2022,
Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel du Burkina s'articule sur 5 points, à savoir le contexte d'élaboration, les principaux résultats, les priorités du budget de l'État exercice 2020, les mesures d'accompagnement, les risques potentiels et mesures d'atténuation. C'est un débat, comme vous le constatez, et qui concerne donc les questions budgétaires et tout s'est bien passé. Nous pensons que cela va nous faciliter le travail dans le cadre donc du budget 2020 que nous allons revenir au mois de septembre pour discuter avec les honorables députés. Selon le scénario de programme, les recettes budgétaires seront de 2161,29 milliards en 2020, 2294,28 milliards en 2021 et 2496,10 milliards en 2022, soit un accroissement moyen annuel de 7,5%. Les dépenses budgétaires totales s'établiront à 2446,43 milliards en 2020, 2600,86 milliards en 2021, 2821,78 milliards en 2022, soit un taux annuel moyen de progression de 7,4%. Les dépenses courantes seront de 1683,94 milliards en 2020, 1733,8 milliards en 2021 et 1808,6 milliards en 2022, qui représentent en moyenne 66,5% des dépenses totales et absorberaient 83,2% des ressources propres. Et on continue avec les chiffres. Dans ce journal, 50 milliards de francs CFA. C'est l'enveloppe allouée par la Banque mondiale aux projets filets sociaux. Un nouveau souffle pour le projet qui pourra s'étendre désormais à l'ensemble des 13 régions du pays avec 135 000 nouvelles cibles identifiées. Une innovation à noter est prise en compte cette année, l'enseignement primaire par le biais de la radio au profit des élèves dont les écoles sont fermées. Explication avec Draman Guéné. Grâce à cette signature, le projet Filets sociaux se déploie sur l'ensemble du pays. Les 50 milliards de la Banque mondiale pourront étendre le projet à 135 000 nouveaux bénéficiaires, majoritairement des femmes du milieu rural. Ces cibles vont bénéficier encore des transferts trimestriels d'argent pour renforcer leur résilience. En plus donc des transferts monétaires, de promouvoir les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, les TIMO, notamment dans les régions où il y a des populations réfugiées qui sont accueillies de façon volontaire et volontariste par des communautés hôtes. C'est le deuxième financement de la Banque mondiale en direction du projet Filets sociaux qui sera exécuté jusqu'en 2024. La trouvaille de ce nouveau soutien, c'est bien ce projet de l'enseignement primaire par la radio. Des cours seront alors dispensés sur les zones au profit des élèves dont les écoles sont fermées pour cause d'insécurité. Il y a beaucoup de programmes comme ça, l'anglais à distance, même des cours universitaires à distance. Pourquoi pas maintenant le faire pour les enfants, pour qu'à travers la radio, ils écoutent et qu'ils puissent faire leurs devoirs. C'est de l'innovation. Nous allons essayer pour voir, en attendant que nous puissions réouvrir ces écoles, que ces enfants ne soient pas perdus. Donc ce n'est pas une opération que nous allons faire tout le temps. C'est en attendant que les enfants ne décrochent pas. Il est important que nous puissions les garder en veille. Le projet Filets sociaux est né en septembre 2014 avec pour cible la région du Sahel. Il a progressivement atteint 4 autres régions pour se voir aujourd'hui élargi à l'ensemble du territoire national. 4 de ces régions touchées par la Banque mondiale sont concernées par un autre appui financier. La Banque africaine de développement, elle, s'intéresse beaucoup plus à l'auto-employabilité des jeunes. Elle injecte plus de 8 milliards de nos francs dans un projet dédié à développer les compétences des jeunes burkinabés. On en sait plus cette fois avec Issa Kafando et Nathalie Sawato. Un appui supplémentaire de la Banque africaine de développement BAD au gouvernement burkinabé. Elle offre plus de 8 milliards de francs CFA pour la création ou la consolidation de 350 entreprises additionnelles de jeunes diplômés dans l'agriculture et l'agrobusiness. L'enveloppe va permettre aussi de former 800 jeunes à s'auto-employer ou à avoir de l'emploi d'ici à 2023. Avec la Banque africaine de développement, le gouvernement de Burkina Faso a pu signer un protocole d'accord de dons pour mettre en œuvre un projet
que nous appelons le projet d'appui à l'emploi des jeunes et développement des compétences en milieu rural. Ce projet a pour objectif de créer en tout cas une économie inclusive pour réduire le chômage des jeunes. Le projet d'appui à l'emploi des jeunes et développement des compétences en milieu rural est mis en œuvre pour une durée de 5 ans. Nous avons exhorté l'équipe de projet à œuvrer pour qu'on puisse atteindre les résultats escomptés et surtout pour la performance du projet. Donc qu'on puisse passer les marchés dans les délais, qu'on suive les marchés, l'exécution des marchés de façon rigoureuse. Et cet atelier technique prévoit la formation des acteurs sur les règles, les procédures, les modalités de mise en œuvre et documents types en matière de décaissement, gestion et passation des marchés. Le projet va s'exécuter dans 4 régions que sont la boucle du Moun, le centre-nord, le centre-ouest et le nord. Intéressons-nous à présent à une charte. Elle est élaborée en faveur de la prévention et de la gestion des crises alimentaires. Un comité régional de veille mis en place à Ouagadougou est chargé de faire respecter ce code de bonne conduite afin d'alerter en temps opportun les autorités au cas où les indicateurs seraient au rouge, par exemple. L'initiative est de la Confédération paysanne du Faso avec la collaboration de ses partenaires. Urbain Benito Somé avec Maxime Zongo pour le reportage. C'est connu, le Burkina Faso, tout comme les autres pays sahéliens, est soumis à des crises alimentaires récurrentes, rendant ainsi vulnérables les populations qui sont surtout en milieu rural. Pour faire face à cette situation, il était devenu nécessaire de mettre en place un dispositif pour une gestion efficiente du secteur de l'agriculture. Vous savez, le Burkina en général s'engage à respecter les engagements qu'il prend au plan international. C'est dans ce cadre que la CPF, avec d'autres acteurs de la société civile et l'appui du gouvernement et d'autres acteurs, ont mis en place ce comité qui a pour objectif d'aider à mieux suivre les aspects relatifs aux crises alimentaires. Les membres de ce comité sont donc chargés de donner l'alerte précoce et interpeller à temps les décideurs afin qu'ils puissent prendre les dispositions urgentes qui s'imposent. La charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires est un code de bonne conduite qui décline les responsabilités et les engagements des acteurs impliqués dans la prévention et la gestion des crises alimentaires. Ces engagements portent notamment sur le renforcement du système d'information, les plateformes de dialogue, de coordination des interventions, les instruments de prévention et de réponse. Le respect des missions de ce comité ne saurait passer sans un accès à l'électrification. En zone rurale, il est crucial ce besoin d'accès à l'énergie électrique qui va de pair avec les financements. L'Alliance pour l'électrification rurale peut compter sur la Banque africaine de développement qui est à ses côtés à la faveur d'une rencontre qui se tient depuis ce matin à Ouagadougou. Elle réunit plusieurs acteurs du domaine et voici les enjeux dans ce reportage de Issa Kafando et Mounira Kiri. Ces acteurs intervenant dans le secteur de l'énergie échangent sur la problématique de l'accès à l'énergie en milieu rural. Voulu par l'Alliance pour l'électrification rurale, en partenariat avec la Banque africaine de développement, ils partagent leurs connaissances afin de proposer des alternatives pour l'accès à l'énergie au plus grand nombre de personnes. Vous savez que notre population est composée en moyenne de 80% de population vivant dans la zone rurale. Et aujourd'hui, l'ambition du gouvernement burkinabé, c'est de permettre à ces populations vivant en zone rurale de profiter, d'avoir accès à l'énergie. Donc l'atelier de ce matin a pour ambition de réunir tous les acteurs intervenant dans le domaine de l'électrification rurale pour réfléchir sur l'ensemble des approches qui vont permettre vraiment d'optimiser, de permettre donc à ces populations de bénéficier de l'accès à l'énergie. La BAD soutient le Burkina dans sa volonté d'améliorer les conditions d'accès des populations à l'énergie et avec le projet Yélène, ce sont près de 150 000 ménages qui seront électrifiés. Le projet est estimé environ à 750 millions d'euros
Et c'est un projet qui est piloté avec la partie nationale et qui met en œuvre ce projet au niveau du Burkina Faso. Durant 2 jours donc, ces acteurs vont élargir leur connaissance de l'électrification rurale. Ils vont surtout s'inspirer d'expériences réussies d'autres pays africains pour proposer des pistes à même d'améliorer l'accès des populations à l'énergie. Dans sa dynamique de soutien à l'éducation nationale, l'ONG EDUCO vient de rétrocéder à l'État burkinabé un domaine scolaire de 2 hectares d'une valeur de 80 millions de francs CFA. Il est situé dans la région nord où intervient l'organisation fidèle à son slogan d'offrir une éducation qui change la vie des communautés défavorisées. Avec le ministère en charge de l'éducation nationale, EDUCO a signé une convention dont les termes sont essentiellement relatifs à l'amélioration du système éducatif burkinabé. On en sait plus avec Konsoum Koulibaly et Vincent Kendrebego. Par cette signature de convention, l'ONG EDUCO rétrocède au ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales une école de 12 classes. Voici les images de l'école que l'ONG a bâtie sur une superficie de 2 hectares pour un coût de 80 millions de francs CFA. Et par ce geste, EDUCO apporte son appui à l'offre éducative au Burkina Faso. Il faut dire que c'est un sentiment de joie qui m'anime. Il faut dire que EDUCO, depuis 2004, que EDUCO a installé, ça fait 117 salles de classe donc, qui ont été réalisées au compte du ministère en charge de l'éducation, soit pour normaliser des écoles ou pour effacer des paillotes. Et pas plus tard que cette année, j'ai reçu 12 salles de classe. Et là, aujourd'hui, nous sommes donc là pour la signature d'une convention de rétrocession d'une école. Puis nous sommes en chantier pour 5 autres écoles dans les communes de Séguénéga et de Oula, donc que nous allons bien entendu réceptionner vers le mois de septembre, et des points d'eau, et aussi surtout dans le domaine de l'alimentation scolaire où nous savons aujourd'hui qu'il faut beaucoup appuyer l'alimentation scolaire dans les matières didactiques. Intervenant au Burkina Faso depuis une vingtaine d'années dans la coopération au développement et dans l'action humanitaire, l'ONG EDUCO milite pour le droit des enfants à une éducation de qualité. Et selon ses responsables, elle a investi en 2018 1,6 milliard de francs CFA en faveur de l'éducation et du bien-être des enfants au Burkina Faso. Plus que quelques heures avant le coup d'envoi de la 32e CAN, le pays des pharaons accueille l'Afrique au nom du football. Cette édition 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations se joue sans le Burkina Faso, médaillé de bronze en 2017 au Gabon. Qu'à cela ne tienne, les pronostics vont bon train dans la capitale burkinabé, non sans une pointe de déception. Suivez plutôt ce reportage de Idrissa Ouarga avec Salif Ouedraogo. Pour la première fois depuis 2008, le Burkina Faso est absent à une phase finale de CAN. Pour les Burkinabés, le regard sur cette compétition sans les étalons est bien différent, surtout pour une CAN à 24. On n'est pas content de nos étalons qui ne sont pas à la CAN là. Donc, on va suivre ça, mais ça ne serait pas comme à 100%. Sinon, mon équipe préférée, c'est le Burkina Faso. Mais comme le Burkina n'est pas qualifié, actuellement, on ne sait pas quelle équipe on va choisir. C'est vrai que le regard ne sera pas le même comme si le Burkina était qualifié pour la CAN. Mais on sera là quand même pour soutenir parce que c'est l'Afrique qui joue. C'est donc avec regret que ces citoyens vont vivre Égypte 2019 devant leur petit écran. Mais comme le terrain commande la manœuvre, certains disent réorienter leur soutien vers d'autres nations afin d'oublier l'absence des étalons. Moi, je suis un Burkinabé, mais actuellement, je supporte la Côte d'Ivoire. Cette canne-là, ici, derrière Côte d'Ivoire, 100%. Bon, moi, mon coup de cœur, ça serait les éléphantomes. Parce que c'est eux qu'on va supporter. La CAN Égypte 2019 débute ce vendredi 21 juin avec l'opposition Égypte-Zimbabwe à partir de 18h. Rencontre à suivre sur les antennes de la RTB. Jonathan Pritrepra, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors demain donc s'ouvre la 32e Coupe d'Afrique des Nations, la CAN qui se joue à 24 équipes au lieu de 16, une première. Le Burkina Faso 9e au classement africain n'y est pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Disons qu'il y a eu
des successions de blessures à un moment donné. Disons que depuis les éliminatoires de la Coupe du Monde où on a raté de peu, l'équipe a eu quand même des joueurs disons importants, où on avait un groupe qui avait évolué ensemble pendant un certain temps. Donc le fait qu'on n'arrivait pas à retrouver le groupe complet, bon, ça a pénalisé un peu l'équipe. Et puis bon, je pense que à un moment donné, on se disait qu'on pouvait toujours revenir en gagnant nos matchs pour se qualifier. Mais on s'est rendu compte que les équipes qui étaient dans le groupe avec nous, ils avaient aussi envie de se qualifier, donc ils avaient déjà pris de l'avance et personne n'a voulu laisser passer sa chance. Mais bon, on a essayé jusqu'au bout, mais bon, j'espère que voilà, on est un peu déçus, mais on y croit toujours pour l'avenir. Alors, donc, la première affiche, Salif le disait tantôt, c'est Égypte-Zimbabwe. Et c'est pour demain. Quels sont vos favoris? Sinon, l'équipe, selon vous, qui va succéder au Cameroun? Je pense qu'il y a comme favori, moi je pense déjà à 2 équipes, parce que, bon, disons même 3, parce que le Sénégal, je trouve que c'est une équipe qui mérite maintenant d'aller aussi jusqu'en finale, parce que voilà, ils ont des très bons joueurs côté individuel. Maintenant, c'est le collectif qu'il faut travailler. Il y a la Côte d'Ivoire, qui est toujours une très bonne équipe, malgré qu'ils ont renouvelé l'équipe depuis un moment, mais on voit qu'ils ont des qualités pour aller loin. Et l'Égypte en tant que pays organisateur. Alors, une première également à cette CAN, elle se joue en été. Donc, la CAN se joue généralement en hiver. Quand on sait qu'en Égypte, les températures peuvent monter au-delà de 30, est-ce que cela ne va pas jouer ou peser en tout cas sur les matchs? Je pense déjà le fait de jouer en été, c'est une très bonne chose. On aurait bien voulu même y participer, parce que c'est la première CAN en été. Parce que vous êtes plus habitué à ces températures hautes? Pas seulement que les températures hautes, parce qu'en fin de saison, on est toujours, disons que on est toujours dans l'esprit de bien finir. Et disons qu'on est toujours en forme par rapport à en janvier, parce qu'en janvier, c'est vrai qu'on part, on joue la CAN, mais après, au retour au club, on rentre épuisé, et puis c'est souvent compliqué dans les clubs. Et là, après la CAN, ils auront quand même quelques temps pour mieux récupérer avant de revenir pour débuter la saison. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, c'est vrai que il y aura la chaleur, mais bon, c'est notre continent africain, on connaît. On est venu plusieurs fois jouer des matchs à cette température-là, donc c'est sûr que les équipes vont s'adapter, quoi. D'accord. Alors, la CAN qui débute dans le Burkina, et le Burkina qui a déjà commencé sa phase de reconstruction, malgré votre bonne saison avec Paris FC donc qui est un club de Ligue 2 en France, vous n'avez pas été convoqué. Est-ce la fin d'une carrière internationale? C'est vrai que l'équipe nationale, pour moi, c'est une fierté de toujours représenter mon pays. J'ai toujours, quand j'ai toujours porté ce maillot, surtout quand je joue les matchs au stade du Katout, ça me donne des frissons d'être devant mon public et mes fans, parce que j'ai toujours envie de leur faire plaisir et faire gagner l'équipe. Mais si par rapport à la convocation, c'est pas que je pense que voilà, c'était pas qu'on voulait pas me convoquer, c'était juste que voilà, on sentait que c'est un moment où on pense aussi à la reconstruction, et c'était pas un match vraiment où on devait empêcher les jeunes joueurs qui ont envie aussi de retrouver cette équipe. Et donc pour nous, on est là pour les accompagner. C'est vrai que dans un coin de la tête, je réfléchis beaucoup, et peut-être que j'ai déjà ma décision, mais... Quelle est-elle? Est-ce que vous pouvez me donner le scoop? Non, je pense que le plus important pour moi d'abord, c'est de bien réfléchir avant de vraiment l'annoncer, parce que je dois d'abord penser à mon futur, à ma carrière dans mon club. Et après, ce qui est sûr, que je sois là, présent en équipe nationale ou pas, moi je pense que dans les 2 conditions, je vais continuer à participer pour la progression du football burkinabé, parce que pour moi, j'ai tellement envie de voir notre équipe nationale progresser et aller atteindre un but où c'est vrai que nous, on a eu des bons moments, on a eu une finale et puis une 2e place. Une 3e place en plus, donc maintenant... On va dire que le meilleur reste à venir. Voilà, donc on espère vraiment qu'avec les jeunes qui vont venir, ça va pouvoir aller. Alors, le contrat du sélectionneur Paolo Duarte arrive à son terme, il court encore jusqu'à la fin de cette CAN. Des indiscrétions laissent penser qu'il pourrait ne pas être renouvelé. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée qui est de plus en plus soulevée, celle de confier l'équipe nationale à une expertise nationale?
Je pense que pourquoi pas, bien sûr que c'est toujours possible, mais bon, comme on le dit, il faut pas juste vouloir confier l'équipe nationale. Est-ce qu'il y a une expertise qui est capable de porter cette équipe nationale? Dans ce cas, moi je pense que la fédération doit faire un travail pour revoir en fonction des entraîneurs qui sont sur place. Et parce que moi, honnêtement, je ne suis pas sur place, je ne connais pas les entraîneurs qui évoluent sur le championnat burkinabé. J'ai eu à côtoyer peut-être quelques-uns qui étaient à l'équipe nationale comme adjoints. Et je trouve que voilà, c'est à nous aussi, les entraîneurs qui sont sur place, de montrer que voilà, avec leur expérience, et vouloir encore apprendre plus et faire des formations pour montrer qu'à un moment donné, c'est sûr qu'il faudrait qu'on arrive aussi à utiliser des entraîneurs du Burkina pour pouvoir aussi montrer que on peut faire un travail et faire progresser l'équipe, malgré que voilà, parce qu'on pense toujours que ce qui vient d'ailleurs, c'est ce qui est meilleur, mais bon, je pense que le travail est possible, mais comme on le dit, il faut vraiment commencer à le faire dès maintenant si on pense à ça. Merci à vous, Jonathan Pitropa, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci également d'avoir donné votre sentiment par rapport à la CAN qui commence donc demain en Égypte. La RTB est au cœur de l'événement avec des plateaux spéciaux pour l'intégralité des 52 matchs qui se joueront. Et dès demain à partir de 15h30, retrouvez Lassina Sawadogo pour le tout premier plateau donc spécial CAN 2019. Tout de suite, nous retrouvons Simon Gongo sur l'autre studio parce que la controverse, elle est présente ce soir en direct sur la télévision du Burkina. Elle est lancée sur la promotion immobilière et le programme national de 40 000 logements. C'est bien cela, Simon Gongo. Bonsoir. Oui, bonsoir Peggy, bonsoir à tous. On parle effectivement de la promotion immobilière ce soir. Et on commence par un chiffre. 260, c'est le nombre d'agréments qui ont été délivrés aux promoteurs immobiliers. Mais très peu respectent les cahiers des charges sur le terrain. En principe, ils devaient travailler. Vous l'avez dit, pour l'opération 40 000 logements, mais sur le terrain, elle se dit beaucoup plus ces sociétés immobilières de la spéculation foncière. Depuis le 13 mai, le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme a suspendu la délivrance des agréments et lancé des contrôles en cours jusqu'en fin juin. L'opération 40 000 logements, la question qu'on pose ce soir, est-elle une opportunité de loger les citoyens ou encore une caverne de spéculation pour les promoteurs immobiliers? La question a controversé tout à l'heure à partir de 21h. Ou une caverne d'Ali Baba. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève dans quelques instants. Donc, controverse en direct sur la télévision du Burkina. Dès demain, une équipe s'installe à 20h. Je vous retrouve très bientôt. Bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.